Voilà, bienvenue, vous êtes donc nombreux, vous nous suivez de partout. Vous devrez savoir des choses importantes et cette émission, je peux vous assurer que vous devriez la suivre. La suivre pourquoi? Parce qu'il y a des découvertes, la suivre pourquoi? Parce qu'il y a des réponses aux questions dont vous vous posez. Il y a des gens qui se posent des questions, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que j'ai comme potentiel? Et par rapport à ces potentiels, qu'est-ce que je peux faire pour me retrouver? Il y a d'autres qui disent que moi, je ne peux pas évoluer parce que les pays vont mal. Mais lorsque vous regardez juste à côté, il y a des gens qui vivent bien et on se pose des questions, comment les autres sont bien et comment les autres ne savent pas s'en sortir? Tout ça, c'est aussi l'orientation et aujourd'hui, nous allons essayer un peu de décortiquer l'orientation et tout ce qui va avec par rapport à une science. Ces livres que vous voyez, la science de l'orientation. Et même, je peux vous assurer que cette émission, on va juste parler un tout petit peu de cela pour vous pousser à pouvoir vous acquérir de cet ouvrage qui est riche en connaissances, mais riche en orientation. Et donc, je reçois François Mupemba. François Mupemba, il est écrivain, chercheur aussi, mais c'est lui qui sera notre invité et nous allons ensemble échanger avec lui. Bienvenue. Merci, merci. Bonsoir, Papa Didier. Nous sommes très contents de vous recevoir. Et je rappelle que c'est vous qui avez écrit cet ouvrage, La science de l'orientation. Pourquoi vous pensez que l'orientation peut être une science? Merci beaucoup, merci pour la réception, merci pour vos disponibilités. Alors, l'orientation, c'est quelque chose de très, très important. Vous pouvez remarquer déjà la société congolaise. Vous voyez comment est-ce que les choses se passent, comment est-ce que même les gens qui sont nommés ne sont pas qualifiés. Oui. Cela aussi est dû au fait d'avoir pas été bien orienté dès le début. Ok. Si vous remarquez, dans un certain moment, il y avait plus des informaticiens. Oui. Où les gens partaient à l'université, s'inscrivaient pour faire l'informatique. Oui. Et puis après, il y avait plus le droit. Oui. Et actuellement, c'est plus les leadership, Oui. c'est plus... À un moment, c'était la communication. Effectivement. Tout le monde voulait Effectivement. faire la communication, mais les gens ont compris qu'après cette communication, ils se retrouvent toujours pas. Effectivement. Oui. Vous voyez, donc c'est ce qui fait que les gens choisissent les filières ou choisissent les professions sans tenir compte de qui ils sont réellement. Savoir ce que vous avez comme potentialité, votre personnalité. C'est ça qui vous permet de vous dire que non, bon, moi je suis bon dans ça. Sur base de ça, je vais faire telle filière à l'université. Et quand vous faites cela, vous allez facilement en fait upgrader et puis émerger dans la vie. Ok. Ce qui fait qu'actuellement nous avons plus de chômeurs parce que les gens sont incompétents. Oui. Je suis agent. Et j'essaie de voir les gens qui viennent souvent même demander des demandeurs d'emploi, Oui. voir comment est-ce qu'ils ne sont pas bons. Ou voir même d'autres collègues qui font plus. Admettons qu'il y a une tâche à faire, mais lui, il prend pour cette tâche-là 5 heures, 3 heures du temps. Alors que celui qui est compétent et qui est dans les domaines peut faire même 20 minutes, 30 minutes. Voilà. Vous voyez. Ce qui fait que les pays se développent lentement. Oui. Parce qu'on a des gens qui ne sont pas efficaces dans des postes auxquels ils ne sont pas appelés à occuper. Ok. Et cela est dû au fait d'avoir été mal orienté dès le début. Très bien. Et quand on parle de ça, on voit deux choses. On voit la projection et on voit la réjection. Oui. Certains, par manque de connaissance de soi, ils se disent que non, bon, comme je vois M. Didier bien présenter plutôt l'émission dans sa chaîne, je vais aussi faire comme lui ou être comme lui. Oui. Là, c'est la projection. Tu vois un professeur d'université ou tu vois un député, je ne sais pas moi qui, tu te dis que non, je vais être comme cette personne. Oui. Et c'est là, c'est la projection. Oui. Alors que vous n'avez pas les mêmes qualificatifs, vous n'avez pas les mêmes forces, vous n'avez pas les mêmes compétences. Potentiel. Effectivement. Oui. Et même appel. Effectivement. Voilà. Et en voulant faire comme, alors que je n'ai pas les mêmes capacités, je vais passer à côté de mon appel ou Oui. de ce que je suis normalement appelé à faire. Et aussi, il y a aussi la réjection. Par exemple, vous avez un talent comme la cordonnerie. Vous Voilà. dites que non, bon, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et souvent, c'est les parents qui disent aux enfants que non, tu ne peux pas faire telle filière, tu ne peux pas faire telle filière. Ils rejettent ce que les enfants ont comme potentialité. Alors que si vous regardez les gens qui ont aussi gagné beaucoup d'argent, il y a même des cordonniers. On parle des Weston, ce sont des cordonniers. Justement, sont des cordonniers. Effectivement. Du coup, les gens passent à côté de leur appel juste à cause du manque de connaissances. Oui. Et ce manuel a été conçu pour aider les gens à se découvrir eux-mêmes. Savoir qui je suis d'abord. C'est comme ma personnalité. Ok.
Et qu'est-ce que j'ai comme potentialité? Qu'est-ce que j'ai comme talent? Qu'est-ce que j'ai comme intérêt professionnel, comme aptitude, comme passion? Ce sont les clés qui permettent plutôt aux gens d'entrer dans la voie qui est propre à eux-mêmes. Ok. Pour ne pas se confondre ou vouloir faire comme d'autres personnes. Et cela est aussi une cause de l'échec de plusieurs. Très bien. Alors, en se basant sur tout ce que vous avez dit, c'est vrai que nous allons parler, nous allons tirer de choses que vous aviez dit, vous avez parlé de la nation. En se basant sur ce que vous avez dit, est-ce que les problèmes n'est pas au niveau national? Pourquoi je pose ces problèmes? En réalité, il devrait y avoir des personnes bien habilité pour orienter les enfants. Parce que l'orientation commence dans la famille. Après la famille, l'enfant saura, je vais faire telle option, pour me retrouver dans la vie. Est-ce que les problèmes n'est pas... nous ne devons pas réformer notre programme. Nous ne devons pas institutionnaliser cette orientation pour que celui qui est un cordonnier, qui ne se retrouve pas en faisant les sciences littéraires, par exemple. Est-ce que ce n'est pas ça les problèmes? Effectivement, les problèmes, c'est aussi au niveau national. Oui. Parce que déjà, si vous regardez notre système éducationnel, c'est vraiment corrompu. On est dans un système archaïque que les Blancs nous ont laissé. Oui. Alors que la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Si vous regardez le peuple, la population anglo-saxonne, ils se développent facilement parce qu'ils sont pragmatiques. Oui. Nous sommes parmi les pays qui produisent plusieurs diplômés d'université chaque année. Oui. Des millions, hein, des milliers, des milliers. Effectivement. Oui. Regardez la qualité de ces diplômés en question. Ok. Voyez. Déjà, comme vous l'avez dit, au niveau de la famille, est-ce qu'on appelle la théorie de Fès, ce qui veut dire l'interaction de la famille, de l'État, de la société, pour faire à ce que les gens soient bien orientés et puis deviennent des leaders éthiques. Oui. Déjà, au niveau de la famille, on voit Lamine Yamal, tout le monde le connaît, voilà. Un petit de 17 ans qui est maintenant millionnaire. Voilà. Pourquoi? Parce que les parents, dès l'âge, je peux dire 4 ou 5 ans, ils ont découvert que l'enfant avait ces potentialités des footballeurs. Ils ont commencé à l'amener à la Masia, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, à l'âge de 16 ans, 17 ans, il est devenu un professionnel. De même pour les Mbappé, de même pour les Messi et autres. Si on regarde aussi les musiciens comme les Mozart, ils ont commencé très jeunes. Vous voyez, donc quand un parent détecte qu'un enfant a un penchant sur une activité, oui. C'est mieux déjà de commencer à l'orienter dans ces sens-là, l'aider à découvrir encore, à l'aimer encore plus. Oui. Et aussi au niveau de l'école, je me rappelle quand j'étais encore à l'école secondaire, on avait des conseils d'orientation. Oui. Je ne sais pas si ça existe jusqu'à aujourd'hui. Des conseillers d'orientation. Mais moi, je me dis que c'était une formalité parce que... Effectivement. Ils ne faisaient pratiquement rien. Pratiquement rien. Oui. Ils avaient un poste qui était vide. C'était juste une nomination, mais pas en étant vraiment dans les bains. Voilà. Vous voyez, normalement, un enfant, avant qu'il passe dans des classes où il peut choisir une filière, il doit être écouté par quelqu'un qui est un professionnel, qui sait comprendre qu'est-ce que l'enfant a réellement et comment on peut l'aider à pouvoir éclore ce qu'il a comme potentialité. Oui. Ce qui ne se fait pas. Oui. Et c'est pour cela, vous voyez, je suis aussi responsable quelque part et je dirige des jeunes. Okay. Et j'ai avec moi des jeunes qui viennent à peine de finir la 6e. Oui. Et ils me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire à l'université? Voilà. Qu'est-ce que je vais faire à l'université? Voilà. Il n'y a aucune structure qui est habilitée à aider ces enfants pour être bien orientés. Oui. J'ai aussi ceux-là qui ont fini l'université dans là où je suis responsable. Oui. Certains ont fait travaux BTP, mais ils ne sont pas appelés à faire cela. Vous les voyez plutôt dans autre chose. Oui. D'autres ont fait, je ne sais pas moi, l'ingénierie, mais ils sont dans autre chose. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui se retrouvent coincées dû au fait qu'ils ont eu à mal choisir en amont leur filière d'université et puis après ils se retrouvent dans un environnement où il n'est pas épanoui. Très bien. Parce que l'important c'est être épanoui. Oui, très bien. Ces problèmes est même au niveau national. Parce qu'on se pose des questions, est-ce qu'il y a des super-hommes qui peuvent faire tout? Vous avez vu, il y a eu les remaniements, quelqu'un qui était ministre de la jeunesse, elle a échoué. Bon, pratiquement, ça c'est l'opinion. L'opinion indique qu'elle ne s'est pas retrouvée, mais elle se retrouve dans les ailleurs, ainsi de suite. On ne reste pas fixé sur des personnalités, mais ça se passe comme ça. Jean-Lucien Boussa, ministre des portefeuilles, après maintenant aménagement. Donc c'est comme ça en fait, quelqu'un qui peut quitter de là. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi sérieux? Déjà les critères de sélection, sur base de quoi vous nommez un ministre? Oui. Sur base de quelle potentialité, sur base de quels critères? Oui. Il faut aussi voir ça. Vous
voyez. Moi, je dis même aussi les problèmes qu'on a actuellement de la corruption Oui. ou les problèmes même au niveau académique. Oui, oui. Au niveau académique où les enfants, plutôt les étudiants sont censés corrompre pour Oui. passer des classes. Oui. C'est aussi parce que les gens ne font pas ce qu'ils aiment. Juste un Exactement. exemple. J'aime le football ou j'aime la musique. J'aime par exemple jouer à la guitare. Et pour un examen de la guitare, je vais payer pour réussir. Je ne pense pas. Parce que vous aimez la Parce que j'aime chose. ça. Pour moi, c'est comme un challenge. Je Oui. vais dire, je vais me surpasser pour être plus que ce que j'étais hier. Oui. Voyez. Maintenant, comme les gens ne sont pas efficaces dans ce qu'ils ont choisi comme filière, ils sont obligés de donner de l'argent, de corrompre. Oui. Et quand ça passe des niveaux, tu te retrouves dans un environnement professionnel où tu n'es pas efficace. Oui. Tu es censé faire quoi pour avoir la grâce? Il faut donner. Celui qui donne, il est aussi capable de recevoir. Exactement. Ce qui fait qu'on perpétue la corruption. Oui. Parce que déjà, dès le départ plutôt, Oui. l'idée n'était pas très bien orientée. Oui. Donc c'est un peu ça. Je pense déjà les problèmes est au niveau éducationnel, Oui. familial, on passe au niveau scolaire, académique Oui. et puis au niveau étatique. Oui. Alors, il y a plusieurs responsabilités. J'ai parlé du gouvernement, mais il y a aussi la famille. Et puis, on va parler de l'Église et autres. Un parent qui nous regarde, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit consulter les spécialistes? Parce que lorsque vous écrivez cet ouvrage, j'ai demandé même qu'on mette l'ouvrage pour que tout le monde puisse suivre la science de l'orientation. Qui es-tu? Qu'as-tu? Quoi faire? Voilà, exactement. La science de l'orientation, vous posez plusieurs questions. Est-ce que les parents doivent juste lire les livres ou comprendre qu'à un certain moment donné, nous devons nous référer aux spécialistes pour pouvoir dégager les points forts des enfants afin de les orienter? Parce que l'État peut échouer, mais la famille peut rattraper, ou encore l'Église. Merci beaucoup pour la question. La famille, c'est les socles. Oui. Tout commence par là. Parce qu'un enfant, on dit qu'il apprend à des manières. Déjà, des 0 à 7 ans, ce qu'on appelle les tétas. Donc, la période de l'inconscience, où l'enfant n'a encore rien. Et tout ce qu'il fait, c'est qu'il voit les parents produire comme résultat ou comme action. Alors, un enfant, dans des petites choses. Déjà, premier niveau, c'est regarder ce que l'enfant aime faire. Oui. Qu'est-ce que mon enfant aime bien faire? Est-ce qu'il aime bien jouer au foot? Il aime bien les jeux de maths, de cartes, des jeux stratégiques? Qu'est-ce que l'enfant aime bien faire? C'est dans ça qu'on pourra dire que non, bon, cet enfant, comme il aime bien, puisqu'il y a d'autres enfants qui peuvent être là, il prend ses jouets, il commence à faire comme un docteur, comme un médecin. On peut déjà détecter que cet enfant a un penchant sur la médecine. Voyez. Okay. Mais non, il y a aussi d'autres enfants qui sont pluridisciplinaires. Oui. Ils sont bons dans plusieurs choses. Okay. Ils aiment plusieurs choses. Oui. Là, ils sont des cas spécifiques. Oui. Et pour ce genre de cas, il faut approcher des spécialistes. Oui. Parce que c'est eux qui pourront facilement réunir toutes les cartes. Voir que Okay. non, cet enfant, côté aptitude, il est bon dans ça. Côté intérêt, il est bon dans ça. Côté passion, il est bon dans ça. Et quand on réunit le tout, on saura trouver qu'est-ce que l'enfant est réellement appelé à faire. Oui. Et c'est un livre qui est très, très, très pratique. Oui. Puisque dans les livres, il y a même des questions. Quand vous passez d'un chapitre à un autre, il y a Oui. des questions pratiques. Voilà. Et puis à la fin, il y a un schéma qui vous permet de réunir toutes vos réponses et pour aboutir à un point qui est lié à votre mission de vie. Oui, donc j'ai vu qu'il y a plusieurs points, les schémas et autres. J'allais même poser la question à propos du livre, puisque là, vous avez généralisé. Mais nous, en lisant les livres, on a senti beaucoup plus l'orientation chrétienne. Peut-être que cela est dû à votre foi ou votre orientation, ce que je pourrais dire. Mais il y a toute forme de gens qui nous suivent, qui sont chrétiens, qui sont musulmans. Est-ce que c'est pour la consommation chrétienne exclusive? Ça, c'est de 1. Pourquoi je pose ces questions? Parce que dans l'orientation, vous avez parlé de plusieurs points, notamment la foi. Pourquoi, par exemple, si on prend la foi doit être quelque chose, un pilier de l'orientation? Merci beaucoup pour la question, encore une fois. Alors, en parlant de la chrétienté, c'est ça ma religion, Ouais. étant aussi enseignant. Donc, je ne peux pas passer sans pour autant parler de ce qui me motive, Voilà. ma raison de vie.
C'est pour cela que nous avons... Où vous vous sentez à l'aise, votre orientation. En fait. Effectivement. Vous êtes pasteur en devenir, on peut le dire? Non, je ne suis pas un pasteur à devenir plutôt. Je suis plutôt un enseignant. Okay. Un enseignant de la parole, parce qu'il y a plusieurs ministères. Moi, je suis dans les côtés enseignement, pas les côtés pastoral ou berger. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous savez, la RDC est un pays, un grand pays. Oui. En 2024, il y a eu un sondage des World Happiness Report. Ils ont eu à collectionner ou à évaluer les pays en termes de bonheur par habitant. Et sur les 143 pays qui ont été évalués, nous sommes à la 141e position. Par rapport au bonheur? Au bonheur. Le niveau de bonheur de chaque pays. Nous sommes pratiquement l'avant-dernier pays en termes de bonheur. Cela veut dire que la RDC, nous sommes parmi les pays les plus malheureux du monde. Mais non, dans ces mêmes pays, nous trouvons... Quand on dit que nous sommes les plus malheureux, pendant que nous avons des richesses, on peut dire que c'est là même qu'il y a un problème. Est-ce que le problème, c'est la gestion ou l'orientation? Le problème, c'est la conscience. Oui. La conscience... Vous avez parlé aussi de la conscience, vous avez parlé de toutes ces choses. La conscience et l'orientation. Oui. Parce que quand tu éveilles ta conscience, maintenant tu sauras que non, j'ai avec moi telle potentialité. Qu'as-tu? J'ai ça avec moi. Par exemple, je suis congolais, j'ai les diamants. Oui. C'est un potentiel. Voilà. Maintenant, avec ces diamants-là, qu'est-ce que je peux faire pour que ça puisse être quelque chose de bénéfique? Oui. Là, maintenant, la question de quoi faire. Oui. Aussi, en nous, nous avons des diamants. C'est d'ailleurs ça, la matière la plus riche que la RDC peut avoir, la personne, l'homme congolais. Maintenant, imagine-toi l'homme congolais qui est classé comme étant la personne le moins heureux. Vous voyez un peu, la personne qui est moins heureux au niveau planétaire. C'est parce que la personne congolaise ne se connaît pas encore. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a comme potentialité. Il ne sait pas comment faire pour que ce qu'il a reçu des dieux puisse bénéficier, pas seulement à lui, mais aussi aux autres. Et aussi faire à ce que le pays se développe, les pays vivent un apogée. Vous voyez un peu. Donc, sur base de ça, on a aussi évalué, on dit que la RDC contient en moyenne 97% des chrétiens. Exactement, 97% des chrétiens. C'est énorme. Imaginez-vous, cela veut dire ces messages s'adressent à la majorité des Congolais, parce que justement nous sommes chrétiens. Oui. Et à l'église, nous devons former les gens qui seront à mesure de prendre en charge le pays. Parce que si on voit la manière dont le pays est en train de tomber, alors que nous sommes majoritairement chrétiens, on va dire aussi que l'église, en quelque sorte, a failli. En quelque sorte. Oui. Voyez. C'est pour cela que cet ouvrage a pour objectif d'éveiller la conscience. Oui. Pas seulement des Congolais, plutôt pas seulement des chrétiens, mais aussi des Congolais en général. On a parlé de la science de l'orientation. Certes, les fonds, c'est biblique, chrétien, mais il y a aussi des principes scientifiques prouvés. Il y a des principes de neurosciences adaptés. Il y a des principes psychologiques que nous avons eu à exploiter juste pour une seule conclusion, aider l'homme congolais ou l'homme en général de comprendre qui il est. Qu'est-ce que j'ai et comment je peux faire pour que ce que j'ai bénéficie à moi-même et aussi aux autres, dans le but de faire évoluer notre nation. Donc, il y a toutes ces disciplines-là, ce qui pourront permettre à tous celui qui lira ces livres d'être à l'aise. Alors, moi, je vais m'atteler un peu sur les trois questions. Qui es-tu? Qu'as-tu? Quoi faire? Vous pensez que le développement d'une personne ou d'une nation commence par la découverte de qui es-tu, qu'as-tu et quoi faire? Et ceux qui n'ont rien. Il y a des gens, peu importe ce que vous allez leur dire, mais ces personnes se retrouvent n'ayant rien. Et la personne te dira, je n'ai ni maison, ni argent, et même pas l'argent pour étudier. Comment vous allez dire à cette personne qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie? Une très très bonne question. Alors par rapport à cette question, vous savez, personne n'a rien. Personne n'a rien. Personne n'a rien. Tout le monde a quelque chose. Ce qui importe, c'est arriver à découvrir qu'est-ce que vous avez. Et la question des qu'as-tu, ce n'est pas une question qui est liée au matériel. Oui. C'est lié à ce que tu es et ce que tu as réellement. Oui. Parce que le matériel, c'est juste les conséquences de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Oui. Voyez. C'est parce que vous avez un franc-parler, parce que vous parlez bien,
ce qui permet à ce que vous puissiez aujourd'hui avoir une émission télé. Ouais. Ce n'est pas l'émission qui a fait à ce que vous parlez bien. Ok. Comprenez un peu. Quand vous avez à découvrir que non, je suis quelqu'un qui est éloquent, qui a des bonnes idées, qui sait bien interagir avec les autres, Oui. ok, je peux me sentir à l'aise en étant journaliste. Ok. Voyez, c'est juste là qui vous permet maintenant d'avoir un peu de revenus. Exactement. Voyez. Exactement. Mais non, si vous n'avez pas eu à découvrir que vous aviez un franc-parler, Oui. vous parlez bien, vous voyez, vous n'allez pas aussi être journaliste aujourd'hui. Très bien. Il y a aussi plusieurs qui sont comme vous, même Oui. qui sont plus que vous, Oui. mais qui, juste parce qu'ils n'ont pas découvert ce qu'ils ont, C'est qu'ils ont, ils oui. ne sauront pas aussi avoir ce que vous avez aujourd'hui. Ok. Ok. Donc c'est ça les grands problèmes. Donc, au-delà de dire que je n'ai rien, il faut d'abord se découvrir. Découvrir ce qui est. Oui. Et je vous mets en défi. Souvent, je fais des conférences et Oui. je demande ça aux gens. Oui. Je peux faire l'évêque quand je lui demande quel nom. Dis-moi, qui tu es? Vous allez voir. Les gens tâtonnent. La plupart des cas, Oui. les gens disent que non, moi je suis, par exemple, je suis Didier Kanida. Oui. Là, c'est juste les noms. Ça, c'est les noms. Les noms, c'est les parents qui sont consultés. C'est pas toi, mais c'est les noms. pas toi, Ok, c'est juste les ok, noms. ok. Les noms, c'est les parents qui sont dit que Oui. bon, notre enfant, on va l'appeler Maketo. Voilà. On va l'appeler Sakubota. Là, Voilà. c'est les parents qui sont consultés. Mais ce n'est pas toi, en réalité. Oh, mais ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Vous voyez. Donc, c'est pas toi. Ce n'est pas toi. Là, c'est juste une identité que Oui. tes parents t'ont donnée. Et ici, dans le livre, nous exploitons cela avec beaucoup Alors, plus de... comment définir qui nous sommes? Est-ce par notre nom? Vous avez dit ça, ce n'est qu'une appellation. Est-ce que c'est par notre fonction dans la société? Parce que je ne sais pas si vous avez suivi un procès où on a demandé à un ancien ministre quelle fonction tu fais. Il a dit politicien. Alors que c'est pas une fonction, c'est pas un métier, c'est pas une carrière. Donc les gens ne savent pas qui ils sont. Comment découvrir qui l'on est? Par rapport à cela, je demanderai à ceux-là qui nous suivent Oui. de lire ces livres. Ok. Mais je vais Très répondre bien. d'une Oui. manière un peu superficielle. Oui. Il y a une différence entre avoir et être. Oui. Avoir, c'est, comme je l'ai dit, c'est les conséquences de l'être. Oui. Comme l'idée, je suis journaliste, c'est juste les conséquences. Oui. Ce n'est pas vous en réalité. Voilà. C'est ce que vous avez en vous qui vous a aidé à pouvoir détecter que vous pouvez être journaliste. Oui. Qui fait de vous ce que vous êtes en réalité. Oui. Voyez. Et quand on parle de qui vous êtes, on tient compte de la personnalité. Par exemple, quelqu'un qui est introverti ne peut en aucun cas être professeur. Ok. Ou il ne peut être marketeur. Parce que lui, il est quelqu'un qui aime être seul, renfermé. Ok, ah bon. Et quelqu'un qui est extraverti, c'est quelqu'un qui aime bien être entouré de gens, changer ses idées, comme vous savez que vous faites ici. Déjà, si vous comprenez votre personnalité, vous saurez savoir qui je suis réellement et cela définit aussi les types d'emploi qui est propre à vous. Ok. Parce que comme moi, être dans un bureau quelque part, travailler tranquillement, ça m'arrange. Ok. Échanger aussi avec les gens, ça m'arrange. Vous voyez, mais d'autres personnes ne peuvent pas être dans un bureau. Ils se sentiront coincés, étouffés. Comme moi j'aime être sur terrain, j'aime parler avec la population, connaître les problèmes de la population. Maintenant, imaginez-vous, on vous donne un poste, on vous nomme quelque part au fonctionnaire et vous êtes censé rester au bureau, remplir les paperasses. Certes, vous allez commencer à gagner beaucoup d'argent, Oui. mais vous ne serez jamais épanoui. Ok. Parce que Donc ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont gagné l'argent, la vie, sans être épanouis. l'important, ce n'est pas gagner l'argent. Oui. L'important, c'est s'épanouir. Ok. Ok. L'important, c'est sentir le plaisir de l'emploi que vous faites. Ok. Parce qu'il y a ceux-là qui gagnent beaucoup. Vous avez suivi l'année passée, si je ne me trompe pas, les propriétaires d'une banque de la place s'est suicidé. Oui. C'était un milliardaire. Exactement. Il s'est suicidé. On n'entre pas dans les détails. Mais quelqu'un qui aime son travail ne se suicide pas. Non, non. Les recherches disent que les gens qui sont passionnés vivent en majorité, plutôt vivent pratiquement 35 ans de plus que les autres. Oui. Et aussi, quand vous faites un travail qui vous ennuie, vous attirez des problèmes, des maladies. Ok. Et on dit que plus de 90% des maladies qui sont traitées à l'hôpital sont liées au stress. Ok. Et le stress, c'est quand vous accumulez des tâches qui ne vous passionnent pas. C'est là que ce qu'on appelle le cortisol. C'est une hormone qui défend le corps contre les stress et les mauvaises choses. Et quand vous êtes constamment stressé,
vous empêchez votre système de s'épanouir, de se développer. Exactement. Vous empêchez vos anticorps de pouvoir protéger le corps. Ok. Et sur ce, vous attirez des maladies. Oui. Les maladies cardiaques, les AVC sont liés au cortisol. C'est parce que vous êtes stressé. Ok. C'est pour cela, gagner bien, c'est bon, c'est intéressant. Mais s'épanouir, c'est mieux. Ok. Tu es épanoui même si tu gagnes $500. Quand tu es chez toi à la maison, tu es heureux avec ta femme, tu es bien avec tes enfants. Mais celui qui n'est pas épanoui, comme même monsieur que je connais, qui passe ses journées en train d'être insulté par son chef, parce qu'il ne fait pas très bien son travail. Voilà. Imaginez-vous un papa pareil, comment il sera à la maison? Il passe sa journée au travail où on l'insulte parce qu'il est compétent. Et puis à la maison, il sera comment avec sa famille, avec ses enfants. Là, il produit des bandits à long terme. Ok. Mais il y a un autre aussi qui gagne ses $300, ses $500, mais il est heureux, il est épanoui, il rentre chez lui à la maison, il est content avec sa femme. Très bien. Il est aussi épanoui. Très bien. Alors, quand vous achèterez les livres, c'est après qu'on va vous étaler contenu par contenu, chapitre par chapitre, et on va demander à l'auteur de pouvoir en parler. Donc, je vous donne un grand rendez-vous le jour qui vient où nous allons parler du livre La science de l'orientation, vraiment en détail, ça viendra. La dernière question, je dois la poser. Comment faire? Quelle politique faire en soi pour se découvrir, pour découvrir ses talents et pour découvrir même ce que nous avons? Parce que tu as dit quelque chose d'important, que tout le monde a quelque chose. Et il n'y a personne qui n'a rien. On voit des vidéos, même sur les réseaux sociaux, des vidéos qui accrochent. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui est, par exemple, paralytique, qui fait un travail et ça intéresse plusieurs. Il a compris qu'au-delà de ce que je n'ai pas, je peux développer quelque chose. Comment découvrir ce que nous avons alors qu'il s'est dit dans sa vie qu'il n'a rien, qu'il n'a pas de compétences requises? Comment arriver à découvrir cela? Ok. Par rapport à cette question, comme je l'ai dit tantôt, c'est bien clarifié dans les manuels. Mais je vais vous donner juste une astuce, ce qu'on appelle Ikigai. Voilà. Les Ikigai, c'est les modèles de Dharma, de la philosophie hindoue. C'est comprendre d'abord qu'est-ce que tu aimes, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que le monde a besoin. Et puis troisièmement, comment je vais me faire payer. Ok. Quand vous comprenez qu'est-ce que j'aime, cela veut dire la passion. Voilà. J'aime écrire, j'aime parler, j'aime jouer au football, j'aime l'informatique. Ok, c'est très bien. Maintenant, comment je vais me faire payer? Parce que les talents que vous avez a pour objectif de vous rendre quelqu'un d'épanoui. Ce n'est pas que vous faites un bon travail et puis vous n'avez rien, non. Votre travail doit vous payer. Et non, si vous connaissez ce que vous avez déjà comme talent, vous comprenez aussi comment je vais me faire payer. Comment je vais attirer la recherche vers moi. Et puis après, qu'est-ce que le monde a besoin? Quand vous comprenez ces choses, qu'est-ce que le monde a besoin? Parce qu'il y a d'autres tâches qui sont archaïques. Je ne peux pas me dire que non, moi j'aime bien la dactylographie. Ce n'est plus actuel. Qu'est-ce que la dactylographie, elle n'est plus actuelle. Vous aimez quelque chose d'obsolète. Effectivement. Il faut voir qu'est-ce que le monde a besoin, qu'est-ce que mon environnement a besoin. Comme chez nous au Congo, on dit qu'on a des richesses. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, par exemple, des entreprises, des raffineries, on a besoin des ingénieurs, par exemple, miniers, on a besoin de ces genres de personnes qui peuvent prendre les sols que nous avons et rendre ça une richesse palpable à tout le monde. C'est ce que nous avons réellement besoin. Et quand vous comprenez ces trois choses, vous êtes déjà sur une très bonne voie. Mais dans l'ouvrage, on explique plusieurs autres astuces capables de vous aider à vous découvrir. Juste pour cheater par rapport à cette question, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font des masterclass. Il y a plusieurs motivateurs. On va même en parler avant de cheater. Il y a plusieurs formations aussi. Mais si vous suivez la formation, ce n'est que des motivations. Donc, toutes ces formations ne sont que des motivations. La majorité. C'est avec beaucoup d'humilité que je l'ai dit parce que j'ai participé à plusieurs, que ce soit en présentiel ou en live. Vous allez voir, on vous dit, c'est bien de vous découvrir, il faut vous découvrir. Mais on ne nous dit pas comment on va se découvrir. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire pour me découvrir? Et ces manuels, quand vous les lisez, déjà, quand vous finissez un chapitre, vous avez toutes les clés. Parce que c'est après un point, il y a des questions pratiques.
qui vous permet à pratiquer ce que vous lisez. Voilà. Et à la fin, vous allez directement savoir que non, je suis telle personne, j'ai telle potentialité, j'ai telle aptitude, j'ai tel intérêt professionnel et j'ai telle passion. Voilà. Et sur base de toutes ces choses-là, je suis appelé à faire telle profession. Oui. C'est vraiment très pratique et très clair. Très bien. Très pratique et très clair, ces manuels, la science de l'orientation. Mais puisque vous avez parlé de la masterclass, je pense que la régie va nous balancer quand même cette belle affiche. Orientation 2025 Masterclass, thème: découvrir ton identité et tes potentiels pour mieux choisir ton cursus universitaire. Il y a 3 questions posées. Savez-vous que plus de 75% des étudiants regrettent leur choix d'études dès la G1, premier graduat? Plus de 70% d'étudiants s'ennuient pendant le cours. La mauvaise connaissance de soi et de ses potentiels sont les principales causes de l'échec à l'université. Voilà. Donc, il y a ces masterclass que vous organisez donc. Il y a même un droit de participation qui est à $10. Vous pouvez nous en parler. Il s'agira de quoi? Parce que vous avez détecté qu'il y a d'autres masterclass qui sont en fait des motivations, pas des formations. Alors, par rapport à ces projets, par rapport à ces masterclass, c'est un besoin qui est vraiment imminent, étant donné que nos amis qui ont fini la 6e veulent entrer à l'université. On s'est dit que ça sera bien qu'ils entrent sur des bonnes bases. Parce que déjà, ça a été prouvé scientifiquement que plusieurs personnes, après avoir fini les classes secondaires, n'arrivent pas à bien choisir leur cursus universitaire. Et ils tombent souvent dans ce qu'on a dit qu'on a commencé l'émission, Oui. de la projection et de la réjection. Ok. Sans pour autant découvrir d'abord qui ils sont. Voilà. Et nous voulons les amener à comprendre d'abord qui ils sont, leur personnalité, et puis découvrir leur potentialité. Pour se dire que non, par rapport à ce que j'ai découvert, je pense que je peux me sentir mieux dans la médecine. Oui. Je pense pour moi c'est l'électricité. Oui. Moi c'est la mécanique. Oui. Moi c'est la politique. Et on fera un travail pratique. Ok. Comme nous l'avions annoncé, Oui. ça sera vraiment une masterclass, une formation pratique, Ok. où il y aura des exercices pratiques Ok. que nos amis auront à faire pour qu'à la fin, qu'ils puissent eux-mêmes se dire que non, j'ai suivi une formation et j'ai été orienté. Très bien. C'est là pour objectif de les aider à être des personnes épanouies, Ok. qui ne s'ennuient pas à l'université, Ok. qui ne fuient pas les cours Oui. ou qui ne corrompent pas. Ok. Parce que déjà, quand vous commencez à faire toutes ces choses, cela veut dire que vous êtes un leader, un futur leader qui va encore engloutir ces pays. Ok. Alors que nous voulons créer une population, une jeunesse consciente, une jeunesse qui peut s'auto-prendre en charge et une jeunesse qui peut redorer l'image de cette nation. Compétente, une jeunesse compétente. Nous sommes arrivés à la fin de l'entretien. Nous vous demandons de pouvoir participer. Nous serons là pour essayer de voir et puis de vous dire, hein, sachez qu'il y a beaucoup de faux, mais quand il y a le faux, il y a aussi les vrais. Il y a des faux masterclass. Quand vous voyez que ces personnes ne sont pas des modèles. Mais en lisant cet ouvrage, je peux vous assurer qu'il y aura du contenu. Un mot de la fin rapidement. Un mot de la fin, je tiens juste à dire aux finalistes que nous vous attendons pour ces 23 août, pour cette masterclass 2025 orientation. C'est pour vous une occasion de faire un bon choix. Parce que les choses qui caractérisent et ce qui va faire à ce que vous soyez quelqu'un soit épanoui, soit quelqu'un qui va rater sa vie. C'est un moment vraiment important, particulier pour vous. Venir vous ressourcer, vous comprendre et définir votre avenir directement. On sera là pour vous accompagner avec nos formateurs qui seront avec nous. Je pense que vous n'allez pas perdre votre temps. Très bien. Alors, je vous laisse suivre une interview très importante. Il s'agit de Trésor Mwamba. Il est économiste et cadre de l'UDPS. Il a parlé sur toutes les questions, aussi politiques. Vous savez qu'au-delà de la science, nous sommes aussi politiques et sociales. Et donc, vous allez suivre Trésor Mwamba qui a répondu à nos questions.
Il a répondu franchement, clairement, avec simplicité. Suivons donc, et ça sera sur cette note que nous vous disons au revoir. À bientôt. Président Momba, sortie imminente du gouvernement, un remaniement puisqu'il s'agit du gouvernement Soumina II. Cependant, nous constatons une agitation dans les médias de chaque ministre avec ses communicateurs pour essayer de présenter un bilan positif de chacun comme si tout le monde avait bien travaillé. La question que nous nous posons, c'est que est-ce que pour une désignation au poste ministériel, faudra-t-il une campagne? Vraiment, je commencerai d'abord par vous remercier et remercier encore une fois les téléspectateurs de l'émission Excellencia qui ont voulu que l'on puisse venir, que l'on puisse répondre aux questions, vous donner aussi aux questions de la presse que vous représentez en ce moment. Sur la question liée à l'imminente sortie du nouveau gouvernement, qui n'est que la succession, la suite, en parlant de Soumina II, je tiens ici à parler sous réserve, bien sûr, parce que c'est que le président de la République a la primaire et aussi le monopole du casting, du choix et de la décision. C'est vraiment son pouvoir discrétionnaire. Sur son choix et son pouvoir discrétionnaire de choisir qui seront membres de ce prochain gouvernement. Et pour moi, la satisfaction est de voir que la première ministre, Madame Judith Soumina Toulouka, a eu à battre avec son gouvernement un grand travail. Est-ce qu'elle a mérité d'être reconduite comme première ministre? Je salue encore une fois la reconduction de cette dame, cette battante, cette Congolaise, qui est la première femme première ministre de ce pays, qui au cours de son mandat a eu à poser beaucoup d'actions via son gouvernement. Et c'est sous Soumina, Judith, première ministre. Il y en a qui pensent qu'il n'a pas fait mieux que Sama Lukonde. C'est une comparaison sans polémique qui ne veut rien dire non sens. Sama Lukonde a fait sa partition. La PM actuelle entre dans le panthéon de ces grandes dames africaines. Et c'est la première femme congolaise à occuper ce poste. Et c'est cette dame, c'est son gouvernement qui, aujourd'hui, comme j'avais dit, à sa prise de fonctions, va mettre fin à cette grosse arnaque, cette grosse aventure de M23 et ces groupes rebelles ou encore ces groupes terroristes qui a longtemps tué dans ce pays. Bien sûr, c'est le Rwanda caché derrière. C'est sous une femme, c'est sous son leadership, à la tête de la primature de la République du Congo, qu'aujourd'hui, nous avons des accords de paix, nous avons des accords qui vont apporter près de 30 ans après, 30 ans de lutte, 30 ans d'assassinat, 30 ans de génocide jamais reconnu avant Soumina au niveau de l'international, pour ne pas parler des Occidentaux et des Nations Unies. Et aujourd'hui, nous avons vu le travail qu'elle a battu. Elle a été à l'Union africaine, où M. Kagame a eu à prendre la poudre de scampette. Et aussi, grâce à cette dame et son management à la tête du gouvernement de la République du Congo, aujourd'hui la paix sera recouvrée dans ce pays via, certes, la vision du président de la République. Je cite son Excellence, M. le Président Félix Antoine Tshisekedi. Vous faites allusion à l'accord de paix RDC-Rwanda. Effectivement, l'accord de paix signé aux États-Unis, nous avions, nous, dit ici chez vous, dans les médias, dans plusieurs plateaux de télévision, à qui voulaient nous entendre, à ceux qui ont cru en ce président de la République. Félix Tshisekedi Tshilombo, lors de sa prise de fonction, a eu à consacrer cette patrie, cette nation, la RDC, entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le Congo n'est pas dirigé par un athée. Le Congo est dirigé par un chrétien. Et le président de la République se remet à Dieu. Parce que ceux qui ont détruit ce pays sont connus. Ceux qui ont mené la guerre au Congo sont connus. Ils sont là. À la Barbe Blanche, vous savez, leurs descendants sont avec nous dans ce pays. Certains à l'extérieur, certains persistent et continuent. Vous parlez de qui? Moi, je parle de ceux qui ont mené la guerre au Congo en 97.
Vous les connaissez. L'UDPS, mon parti. C'était les chers personnes. L'UDPS, mon parti, je cite en l'occurrence M. Kabila. Ils sont venus avec des armes ici dans ce pays. Qui ne le sait pas? Est-ce que c'est un secret de polichinelle? Non. Nous avons vécu ça dans ce pays. Les Kabila. Je parle des Kabila. L'AFDEL. Je parle de l'AFDEL. Et le Rwanda de Kagame. Vous savez, M. Jean-Paul, lorsqu'on parle de cette patrie, on doit le dire, on doit parler avec beaucoup de peine. Et quand je vois certains Congolais qui se disent patriotes, nationalistes, en train de saper la valeur État-nation, je plains cela. Parce que ce pays a connu le plus grand génocide, qui est à la même dimension que la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, ils disent qu'ils vous ont laissé le pays tout entier. C'est des bluffs, je n'ai jamais été d'accord avec cela. Aujourd'hui, vous avez laissé Sambunagana et voilà. Mais ce n'était que de façade, parce que la preuve en est que l'armée nationale avait été infiltrée, où nous avions vu des officiers aujourd'hui. Dites-moi, une nation en paix, où des militaires ou encore des officiers de tous les services ayant une nationalité non seulement douteuse, appartenant au Rwanda, une nation en paix, où l'impunité s'est vissée durant près de 18 ans. On n'a jamais vu un détournement quelconque, mais on a trouvé les caisses de l'État vides. Une nation en paix, où aujourd'hui, la justice était tendancieuse. L'arrivée de Félix Antoine Tshilombo, président de la République, on commence aujourd'hui à mettre fin, à traquer les voleurs, à traquer les mandataires véreux, à traquer des ministres qui se méconduisent, et aujourd'hui, à clarifier la question liée à la croissance et aux finances publiques. Et rien n'est secret aujourd'hui. Aujourd'hui, bref, les choses sont claires. Présente pour vous aujourd'hui l'accord des pères de ces Rwanda. Pour moi, c'est une consécration d'un grand combat mené par le président de la République, qui hier a été taxé de président voyageur. Il ne reste pas chez lui au pays. Il aime la luxure des avions. Mais je tiens aussi à rappeler que Félix Tshilombo a eu à voyager autant qu'il n'a voyagé à sa prise de fonction comme président de la République. Je me rappelle une fois qu'il disait que ce voyage n'était pas une villégiature. Je suis en train de le dire, laissez-moi le dire, parce que les gens risqueraient de penser que nous avons oublié. Les voyages de Félix Tshilombo aujourd'hui ont payé le Congo. Nous leur avons promis que nous allons finir cette guerre, ou encore cette traîtrise constatée dans ce pays, cette imposture prise durant plus d'une vingtaine d'années, sous l'égide d'un président démocratiquement élu, sous la prise du pouvoir ou encore la prise en fonction d'un membre issu de l'UDPS. Je cite Félix Tshilombo. L'UDPS, comme le disaient nos pères fondateurs, n'accéderait jamais au pouvoir en tuant les Congolais. On arrive au pouvoir sans effusion de sang. Et le président de la République avait promis de mettre fin à cette guerre. Et aujourd'hui, les accords de paix signés aux États-Unis, il y a une suite qui se fait encore à Doha pour mettre fin à cette grosse aventure. C'est pour l'intérêt du Congo. Et là, c'est le Congo qui gagne. Là, j'en profite pour dire merci à ce Congolais qui est le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, qui a mis de son énergie, de son temps, qui a accepté les injures, qui a accepté les humiliations, sans traquer, comme on était habitué à le voir dans ce pays. Le seul président qu'on a vu dans ce pays, on peut le critiquer, raconter n'importe quoi. Et vous voyez ceux qui racontent des bêtises, vous pensez à... C'est la fête des parents aujourd'hui, excusez-moi, j'en profite pour souhaiter bonne fête des parents. Vous voyez leur enfance pour ne pas s'en moquer. Et vous voyez un fils qui dit éduqué, très bien éduqué, le fils du Sphinx, rentré dans ce salon, il observe. Il fait son temps,
il ne restera pas éternel. On ne va pas s'attarder sur la question. Accomplie, et il va l'accomplir, et il a même accompli. Qu'est-ce que vous répondez à ce qu'ils disent que cet accord de paix RDC-Rwanda consacre le bradage des ressources minérales de la République démocratique du Congo? Aucunement, cet accord ne peut brader ou encore violer les dispositions démocratiques encore de l'indépendance de ce pays. Le président de la République l'avait clairement expliqué. Est-ce que c'est le fait de ne pas le vulgariser assez? Mais nous à l'UDPS, nous avons une attitude déjà adoptée. J'en profite ici pour encore une fois souhaiter heureux anniversaire parce que moi du secrétaire général de l'UDPS faisant office de président ad interim de l'UDPS. C'était le 30 juillet. Voilà, c'était le 30 juillet, excusez-moi. C'est le 30 juillet, c'est passé plus sur moi. Augustin Kabouya, autant que jamais, je fais dans votre plateau. Je le dis ouvertement que l'UDPS est dans une posture d'accompagnement sans faille du président de la République. Avec la à l'UDPS, nous avons décidé de vulgariser l'accord. Le président de l'UDPS, Augustin Kabouya, dit mon apouté, du chef, a mis en place, a été consulté par une structure informelle du parti, les corps d'études scientifiques, ainsi que d'autres intelligences du parti, nous-mêmes y compris, pour voir comment faire, comment l'accompagner à passer à une attitude de campagne de vulgarisation qui ne s'arrêtera pas seulement à Kinshasa, qui nous avons vu le premier acte à Mbuji-Mayi, où il a été reçu comme un petit prince, comme un petit dieu, reçu chez lui, qui est sa ville natale. On a dit qu'il a été lapidé là-bas. Non, c'est des histoires qu'on vous raconte. On raconte des histoires, des bluffs, parce que le président d'Anitaïm de l'UDPS a été très bien sûr à Mbuji-Mayi. C'est l'homme qui raconte, qui rapporte n'importe quoi. Il y en a qui ont dit qu'il a été chassé, qu'il n'était même pas accueilli. Nous avons vu, j'étais de ceux qui ont accompagné Augustin Kabouya à l'aéroport pour aller à Mbuji-Mayi. J'étais indisponible de l'accompagner à cette très belle aventure, cette très belle mission. Et nous avons vu Mbuji-Mayi vibrer et respirer. La population inestimable est entrée à l'aéroport et est venue accueillir leurs frères. Parce que c'est quand même quelqu'un... Non, mais je vous dis que aujourd'hui, chercher à ignorer les actions menées par Augustin Kabouya, c'est être de mauvaise foi. Et c'est pour ça que je rappelle à la conscience des combattants et combattantes qui aujourd'hui se font entuber, se font mener dans une grosse aventure où ils ne connaissent même pas les tenants, moins encore les aboutissants. Et aussi, j'exhorte la presse que vous êtes, que vous représentez, d'arrêter de vous faire acheter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais écoutez, il y a des gens qui se sont décidés à saper l'autorité, non seulement du président de la République, mais via son parti politique, qui est l'UDPS. Des communicateurs au sein du parti. Les gens se sont décidés de faire circuler de l'argent pour insulter, minimiser, ignorer les actions menées par la hiérarchie du parti. Je leur réponds en disant ceci, c'est un combat où ils vont sortir perdants. Parce que les vrais fils et filles de l'UDPS, je ne parle pas des correspondants qui sont venus pour des missions précises, mais ils seront avalés par l'UDPS. Les vrais fils et filles de l'UDPS sont en train de venir chez eux. J'ai vu mon frère Moukeba, j'ai récemment vu monsieur Kalombo, j'ai vu autant de jeunes combattants qui ont failli se faire manipuler. Il y a aussi François-Xavier Tshibengabou. J'ai vu le patriarche Tshibengabou, auprès du secrétaire général de l'UDPS. de la commission de discipline. C'est là que je dis qu'il a lieu aussi de comprendre que cette imposture n'a pas de vie. J'appelle les combattants et combattants de l'UDPS. Revenez chez vous. Venez chez vous à l'UDPS. Si 2, 3, 4 personnes estiment que ils ont été portés par le parti et qu'aujourd'hui leurs asbelles, leurs fondations priment sur le parti, ils savent comment ça se passe. Ben, je crois que s'il y en a 2 ou 3, 4 qui veulent créer leur boutique ou créer leur parti, le ministère de l'Intérieur est là. Allez chercher les documents. Essayons de voir comment ça va donner entre vous et l'UDPS. Mais arrêtez
de déranger les combattants de l'UDPS. Parce qu'ils ont un parti politique qui est l'UDPS. Puisque vous avez évoqué la question de la campagne de SAP, nous avons appris que au sein de l'UDPS, entre guillemets, les ennemis de la paix et de la cohésion au sein de l'UDPS ont recruté des communicants externes, des communicateurs externes pour saper l'honneur de Augustin Kabouya, Peter Kazadi et Guy Kabombo Mwadiamvita dans les dossiers Kiaboula. Mais vous savez, cette question liée à M. Kiaboula, le gouverneur du Haut-Katanga, je me pose des questions. Pour qui roule, je dis très bien, pour qui roulent certains membres du gouvernement? Lorsqu'on doit se décider. Vous parlez de qui? Des Chabani? Je ne cite pas des noms de gens. Il y a certains membres du gouvernement qui, ceux-là, se sont décidés, fort de moyens qu'ils ont aujourd'hui, à chercher à invectiver et salir l'image de la direction du parti. On a vu Jacob en parler. Et aujourd'hui, aller jusqu'à recruter des gens, insulter un autre membre du gouvernement, salir, ignorer le parti qui vous a porté. Je m'adresse à tous ces membres du gouvernement aujourd'hui qui, certes, attendent le nouveau gouvernement parce que c'est le président de la République qui va décider c'est qui restera, qui partira. Mais l'UDPS a aussi son mot à dire via son président ad intérim, dès lors qu'il est consulté. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui au pouvoir, que l'on voie certains combattants, certains membres du parti, suite à certaines influences qu'ils peuvent avoir, chercher à apporter un désordre au sein du parti. Ils se reconnaissent eux-mêmes. Mais il faut citer. Je ne préfère pas citer les noms. Pourquoi? Parce que la liste est vastement longue. La liste est longue. Il y en a assez de gens. Il y en a tellement. Des ministres, membres du parti. Il y a ceux qui sont membres du gouvernement. Il y a ceux qui ont été DG, DGA, PCA, mandataires publics. Mais c'est quand même... Ils sont en train d'alimenter... Ils sont en train de faire un travail de saper non seulement les efforts menés par le chef de l'État, les efforts menés par les combattants vivants et décédés. Lorsqu'on a le pouvoir, on doit le conserver le plus longtemps possible. Et aussi, la liberté d'expression n'est pas à confondre à du libertinage. Et aujourd'hui, je me dis que l'UDPS ne peut pas accepter de voir parmi ses fils et filles certains qui décident d'ignorer le travail abattu par le président ad intérim. Et vous verrez comme ça un groupe d'individus accompagnés de billets verts achetant des médias, et je plains un peu le comportement de certains médias de cette République. Vous recevez notre frère M. Deobizibou, qui du reste est secrétaire général adjoint au sein de l'UDPS. Et vous allez dans un point de presse, vous le présentez comme secrétaire général de l'UDPS. Mais une telle imposture dont il a conscience n'est pas normale. Et c'est gobé par qui? Par les médias. Vous, la presse. Non. Est-ce que vous avez des preuves? Mais vous posez la question si j'ai des preuves.